Oui, Je vais peut-être vous présenter un petit peu et dire que finalement, je pense que votre intervention, elle va résonner par rapport à la citation qu'on a vue tout à l'heure s'afficher de Bruno Latour dans l'entretien qu'il avait accordé à Archiviste. Alors, Élise Rigaud est maîtresse de conférences en design et art plastique à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Elle est docteur en design avec une thèse intitulée Design et savoir sensible, une recherche-création sur les technologies 3D et l'ingénierie du vivant au sein de l'Anthropocène. Elle porte des projets qui se situent à l'intersection de la biologie, singulièrement de la biologie marine, de l'ingénierie et du design. Et elle s'intéresse à la disparition de la biodiversité et à la manière de réactiver la mémoire, en tout cas si j'ai à peu près saisi ce que j'ai cru comprendre, en tout cas à travers le site que vous pourrez d'ailleurs immédiatement aller consulter et qui ne manquera pas de vous intéresser ou de vous passionner. En tout cas, tout cela l'a amené à réfléchir à la constitution d'une archive, je note le singulier, à créer des expériences sensibles, immersives et participatives autour notamment des coraux. Et finalement, pour nous, archivistes, c'est un bel exemple, je trouve, d'écho, de sédimentation, de constitution organique des fonds. Nous nous occupons de fonds d'archives, donc censés se constituer de manière organique et par sédimentation. Et notre intervenante, elle, s'occupe beaucoup plus de fonds marins, mais vous allez voir que les deux sont susceptibles de se rejoindre. Et je lui donne la parole. bonjour. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation et puis surtout pour l'invitation. Je m'excuse de pas pouvoir être là en présentiel. On a voilà, pour la petite excuse, on a les journées de portes ouvertes de notre université qui se tiennent en même temps. Donc voilà, ça permettait pas de faire l'aller-retour. Et j'aurais beaucoup aimé vous entendre tous et toutes. Alors ma présentation s'appelle Le geste de l'archive dans le cas d'un projet particulier qui s'appelle Corallum Fabrica. Donc on peut passer la slide suivante. Donc bon voilà, cela a déjà été dit, mais donc je suis maîtresse de conférences à l'université Toulouse Jean Jaurès avec une double affiliation entre un laboratoire affilié donc plutôt aux questions des arts et un laboratoire d'ingénierie lié aux technologies émergentes. Je reviens pas là-dessus, donc on peut passer la prochaine slide. J'ai intitulé donc cette présentation Le geste de l'archive en reprenant ce mot de geste, un philosophe des médias, Wilhelm Flusser, et dont le geste est donc une action intentionnelle et incarnée. Pour Wilhelm Flusser, le geste permet de penser. Et pour moi, donc, et je n'aurai absolument pas à vous convaincre, j'en suis certaine, mais il y a donc un geste à faire autour de cette notion d'archive. L'archive qui est à la fois ce lieu de mémoire et de pouvoir dont je vais défendre le caractère agentiel et donc dans une perspective effectivement de ce que je comprends très différente différente tout court, qui est cette idée de dire qu'elle peut être un format délibérément pour la recherche en art ou en design, comme voilà, à la fois comme un format de recherche et une manière voilà, d'interagir et notamment avec des données scientifiques. Cette recherche, donc on peut passer à la slide suivante, elle est issue de ma thèse qui s'appelle Design et savoir sensible, une recherche-création sur les technologies 3D et l'ingénierie du vivant au sein de l'Anthropocène. Donc c'est une thèse que j'ai soutenue en septembre 2022 et qui avait pour hypothèse cette idée de dire que il y avait une culture matérielle de la recherche scientifique auquel le design devait et pouvait participer, et que si on s'intéressait à cette culture matérielle de la recherche scientifique, quelque part la recherche elle-même allait évoluer. Donc je reviens pas là-dessus, mais donc ce travail est issu de cette thèse. On peut passer à la slide suivante.
dont une des particularités qu'elle était en double affiliation entre design d'un côté et sciences, de par les deux directeurs qui m'ont accompagnée, Anthony Mazur, qui est donc aujourd'hui directeur de la recherche à la Aide Genève, et Christophe Vieux, qui était professeur à l'INSA de Toulouse, puisqu'il a pris sa retraite. On peut passer à la slide suivante. Donc, c'était un design qui était volontairement situé au sein des pratiques de l'ingénierie du vivant. Et c'est d'avoir été en arpentage et en ce qu'on pourrait appeler en observation participante au sein d'une équipe d'ingénierie du vivant qui m'a permis de poser l'hypothèse de recherche que je vais vous présenter juste maintenant, qui s'appelle Corallum fabrica, et qui est donc l'ingénierie du vivant. Donc c'est un néologisme créé par mon équipe, qui est cette idée d'une ingénierie qui s'occupe des questions de la vie, plutôt pour leur part dans des questions de ce qu'on appelle le tissue engineering ou de cancérologie. Enfin, je m'attarde pas là-dessus. Donc slide suivante. Donc le projet dont on va parler s'appelle Corallum fabrica. C'est un projet hybride qui a pris la forme d'une archive, mais qui au départ est une question de recherche assez large, qui est cette idée de dire comment est-ce que les technologies 3D peuvent nous permettre d'apporter des nouvelles réponses sur la biologie du corail, et comment est-ce qu'on peut, en tant que, et là c'est plutôt l'hypothèse de recherche qui m'intéressait, comment est-ce qu'on peut poser un projet de recherche interdisciplinaire qui soit à la fois un projet de design, un projet de biologie marine et d'ingénierie, et que le design n'arrive pas à la fin comme un décorum, mais soit placé dès le départ, avec cette idée donc très latourienne aussi que de se placer dans la science en train de se faire et pas dans la science qui est déjà faite. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc c'est pourquoi on a petit à petit en fait construit. Je dis on parce que j'ai jamais été toute seule, mais il est vrai que j'ai dirigé ce projet depuis l'année 2020. On a construit donc une communauté interdisciplinaire, biologie marine, ingénierie du vivant, recherche en design, sur l'étude des organismes coralliens et des technologies 3D, avec des personnes à la fois du muséum, de l'Observatoire de Banyuls, du LACNRS, du CRIOB, et des designers qui étaient plutôt, eux, en freelance. Et un soutien humain et financier. On peut passer à la slide suivante. Donc ce projet, finalement, au sein de l'équipe, est devenu une espèce d'aventure corail qui était assez étonnante, puisque nous avions au tout départ, quand il n'y avait pas de financement sur ce projet, nous ne savions pas exactement ce vers quoi nous allions aller. Nous avions juste une envie, qui était de se rassembler autour de ces trois disciplines, de travailler sur un sujet environnemental que nous avons choisi profondément médiatique parce qu'il était il avait cette vertu-là. Et nous savions seulement que nous ne voulions pas participer à une géo-ingénierie, à l'idée de technosolutionnisme, l'idée que la technologie serait capable de résoudre tous les problèmes de la Terre, et que nous voulions faire quelque chose de l'ordre de la collectivité. On peut passer à la slide suivante. Donc j'ai remis ici une planche de biologie sur cet animal, juste pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qui va arriver après comme projet. Donc le corail est un animal symbiotique vivant en colonie, donc il n'est pas tout seul, il est toujours pluriel, servant de refuge à de nombreuses espèces marines. Et la particularité de cet animal est qu'il produit son propre squelette, donc qui va être l'objet du projet, puisque nous allons archiver les squelettes les structures internes de différentes espèces de coraux, donc le squelette, la partie qui est donc biominérale et qui est produite par l'animal lui-même, qui, à l'aide donc de sa bouche, va capter des particules du monde océanique et va construire à travers un processus qu'on appelle la biominéralisation son squelette calcaire, et qui est le socle, le fondement, le sol de ce qu'on peut voir depuis
l'espace, soit par la Grande Barrière de Corail, soit les atolls, qui sont donc, par exemple, si on pense à nos territoires outre-mer. On peut passer à la slide suivante. Une réflexion aussi nous a tous et toutes animés, qui était cet enjeu de « nous sommes toutes et tous des coraux », cette phrase issue de l'ouvrage Vivre avec le trouble de la philosophe Donna Haraway, et qui nous incite finalement à dire que nous vivons tous dans cet état de trouble qui est celui du corail, puisque peut-être que c'est quelque chose, je pense, qui est très connu, mais pour redire, au-delà des plus 1,5 degrés de réchauffement global de l'atmosphère, qui sont donc aujourd'hui clairement notre perspective actuelle, ce serait 90% des espèces coralliennes qui sont menacées d'extinction à l'échelle locale. Et donc, cette phrase de Donna Haraway nous rappelle que nous partageons avec les coraux cet état de vie, de vivre dans un écosystème abîmé, et que nous devrons inventer des manières de vivre et de mourir dans cet état-là. On peut passer à la slide suivante. Donc, dans cette perspective-là, les liens habituels, on va dire, ou les plus vus d'achoppement entre 3D, design, ingénierie et biologie marine, ce sont les exemples de projets de récifs artificiels. J'en ai mis quelques-uns ici, je ne vais pas m'appesantir, mais simplement pour dire, nous on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça, pour essayer en fait, parce que je voulais à ce moment-là emmener mon équipe, donc l'équipe d'ingénieurs avec qui je travaillais, donc de chercheurs, à réfléchir un petit peu autrement à cette question et à inviter à plutôt faire ce qu'on a appelé une œuvre de mémoire, et en tout cas à utiliser les technologies 3D comme une marinière de se rendre sensible à cette mémoire abîmée et à cette possible disparition de certaines espèces, en tout cas un grand nombre d'espèces de coraux à l'échelle locale. Je redis ce mot échelle locale puisque disons que en biologie marine, toutes ces interactions sont très complexes et que les risques d'extinction totale sont quand même a priori pas forcément ceux vers quoi on se dirige. Enfin, on pourra y revenir dans les questions. Passons à la slide suivante. Avec cette critique aussi envers cette position-là, We can save coral reef, et donc cette vision où l'homme serait complètement extérieur à la nature. On peut passer à la slide suivante. On s'était posé donc cette question, faut-il sauver le corail? Et dans la slide suivante, je propose plutôt de voir cette question au prisme de Lynn Margulis, donc cette biologiste et penseuse qui a beaucoup travaillé sur la symbiose, et qui dit donc dans Symbiotic Planet, pour moi, le mouvement humain qui consiste à prendre la responsabilité de la Terre vivante est risible. Nous devons plutôt nous protéger de nous-mêmes. Et donc finalement d'accepter là que le projet que nous ferons est un projet qui est profondément lié à cette finitude, et donc d'accepter que nous allons récolter des données 3D sur les coraux, nous en ferons une œuvre de mémoire avec toutes les limites que cela indique, et sans prétendre que nous serons capables de sauver quoi que ce soit, mais que par contre cette position de médiation vers le vivant est un indispensable pour créer de l'attachement envers ces écosystèmes. On peut passer à la slide suivante. C'était aussi issu d'une réflexion assez pragmatique, et notamment de certaines études relayées par les collègues biologistes. Celle-ci s'appelle Designing a Blueprint for Coral Reef Survival et indique, classe en fait les solutions possibles pour sauver pour la survivance des récifs coralliens. Et on voit dans la colonne C, on va pas peut-être pas revenir sur toute la figure, mais que Addressing Causes of Climate Change, donc adresser les causes du changement climatique, est la seule, pour les 23 auteurs là, de cet article, est la seule possibilité réellement performante pour l'amélioration des récifs coralliens. Donc on passe à la slide suivante. Donc nous, notre proposition, c'était de construire donc un commun partagé entre les scientifiques et les citoyens, un hybride entre l'archive et un outil pour la science en train de se faire.
comment on a fait? Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres plus ou moins fonctionné. Mais donc, on a travaillé de façon à la fois top-down et bottom-up. Euh, donc, en travaillant avec le Muséum d'histoire naturelle, à archiver numériquement en 3D des échantillons de squelettes des archives sèches du Muséum d'histoire naturelle qui n'avaient jamais été archivés et rendus publics. C'est un travail, je fais juste une petite aparté, mais auquel le muséum tient aujourd'hui beaucoup. Il s'inscrit je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce programme qui s'appelle Recolnat Plus, qui vise à numériser une grande partie de la zoothèque du Muséum d'histoire naturelle de Paris, à la fois en 2D et à la fois en 3D. Et les coraux font pas partie de la sélection de ce programme Recolnat Plus, mais c'est pour dire que ça s'inscrit aussi dans un mouvement plus large. Et outil pour la science en train de se faire, puisque les biologistes marins sont invités aussi à nous envoyer leurs échantillons et à les scanner en 3D à l'aide de la tomographie à rayon X que je présenterai un peu après. On peut passer à la slide suivante. Donc, c'est ce que j'avais nommé un peu poétiquement une archive vivante. Slide suivante. Et donc, dans un premier temps, donc on peut mettre sur play normalement la vidéo si ça fonctionne chez vous. Donc ces archives, elles étaient c'était un travail que j'ai mené avec Isabelle de Marcoulon et Magali Castelin. Je pense qu'il faut appuyer sur le petit play en bas, non? C'est un travail que j'ai mené donc avec donc là on voit voilà Isabelle de Marcoulon et Magali Castelin, où on a sélectionné en fait une cinquantaine de spécimens aujourd'hui qui répondent aux critères de l'arbre de l'évolution, donc des clades. Et on a essayé d'avoir un représentant de chacun des clades. Après, il y avait aussi des contraintes techniques de la taille des échantillons par rapport à la technologie de tomographie à rayon X qu'on utilisait, dont je vais vous présenter le fonctionnement après. Et parfois des contraintes très subjectives, peut-être de ma part, pour des références esthétiques et moi un intérêt assez pour les coraux solitaires profonds, des profondeurs. Une histoire aussi, notamment l'histoire coloniale, dont sont issues en grande partie nos collections naturalistes, puisque nous sommes la France, les États-Unis et l'Angleterre, les grands dépositaires actuels d'une grande partie des campagnes qui ont été océanographiques qui ont été effectuées et dont les échantillons sont dans les zoothèques telles que celles que l'on peut voir dans cette vidéo. Donc on peut voir slide suivante par exemple une photographie d'un type, donc une espèce type, c'est celle qui porte le nom Innophora lobata, donc c'est qui a été décrite en 1816 par Lamarck et qui a été ramenée lors de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte. Et donc à cette époque où, comme toujours aujourd'hui, on peut voir écrit terrain récent d'Égypte. C'était un moyen d'avoir une meilleure connaissance pour après régner sur ces futurs, sur ces espérés futurs territoires par Bonaparte, par exemple ici. Donc, on peut voir slide suivante. Donc, voilà la manière dont on s'y est pris techniquement donc c'est une méthode non destructive qui permet d'imager et d'encoder numériquement les cavités internes, la porosité et les microstructures des squelettes coralliens qui vont au niveau de la résolution de 4 à 50 microns de résolution. On a une source, un plateau tournant en fait sur lequel on vient placer le squelette de corail. Et comme quand vous vous faites malheureusement mal et que vous allez à l'hôpital, vous faites une radio, c'est la même technologie. Ce sont des rayons X qui vont traverser le corps dur du squelette dur du corail, être projetés sur une surface et c'est des milliers de radiographies qui vont permettre de recomposer la structure interne et externe de ces coraux-là. On peut passer à la slide suivante, où on peut voir différentes sélections de spécimens visibles de l'archive 3D. Je vous invite, vous pouvez y faire un tour, donc c'est corallumfabrica.las.fr.
si vous voulez y jeter un coup d'œil. On peut aller slide suivante, et donc le choix des spécimens, comme je le disais. Donc ça, c'est la partie top-down de l'archive, hein. Donc c'est la partie qu'on a travaillé avec le muséum. Donc là, c'est un choix éditorial quasiment des différents coraux. Donc il y en a une cinquantaine aujourd'hui. Donc l'histoire de l'évolution, le classement IUCN, on a insisté sur certaines collections du 19e, la culture et bien sûr les spécificités techniques. On peut passer slide suivante. N'hésitez pas à me dire quand il reste 5 minutes parce que comme j'ai mis mon téléphone en... Je vois plus très bien l'heure. Donc on a mis il y a à la fois une archive numérique en sciences ouvertes avec un mode d'interaction dédié. Donc chacun des spécimens est scanné à haute résolution. On peut le mettre en transparence, le mesurer, faire des coupes, le télécharger les modèles sont en Creative Commons pour que ce puisse être diffusable et utilisable par n'importe qui. On peut passer slide suivante. Alors effectivement, il ne vous reste que quelques minutes. Ok, donc voilà, c'est ce que je me doutais. J'avais une sensation que ça faisait déjà une vingtaine de minutes. Alors je vais essayer de finir. Donc chaque spécimen a sa propre histoire. On peut passer slide suivante. Et puis nous, on a retravaillé en fait à refaire aussi d'autres types de médiation de cette archive-là en utilisant la réalité virtuelle et notamment ce qu'on appelle le hand tracking. Donc c'est la manipulation par les mains. Et donc, on peut littéralement rentrer à l'intérieur de ces structures. Et on l'a fait depuis les canyons sous-marins de la mer Méditerranée en travaillant avec un biologiste marin qui s'appelle Lorenzo Bramanti. Et donc, en travaillant sur cette notion de forêt animale. Et on l'a fait après en Polynésie française. Et ça s'est avéré vraiment très intéressant et passionnant puisque ça a mené à la constitution d'archives locales et à une des hypothèses du projet que j'ai pas mentionné avant, mais qui était cette idée de dire comment l'archive peut être un outil d'encapacitation pour des communautés aussi locales. Et donc là, les choix des coraux avaient été faits sur place avec en lien avec des cosmogonies locales. Et ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est de faire de la description participative sur place avec des citoyens polynésiens, notamment pour les questions d'image et d'imaginaire, et que les descriptions ne viennent pas uniquement des scientifiques du projet. Et ça, c'est la force plutôt du bottom-up de l'archive, que l'on puisse co-écrire ensemble cette base de données. Donc on peut passer slide suivante, encore slide suivante. Du coup, je passe quelques slides. Encore slide suivante. Slide suivante. Pardon du coup pour ça. Slide suivante encore. Donc bon, ça c'est simplement pour montrer que ce travail-là, il a fait un travail, il a donné lieu à un travail d'activation à travers une série de sculptures en impression 3D argile et manuelle qui a donné lieu à des expositions. Donc ça c'est un travail qui permettait de rendre compte de cette expérience sensible des archives et de la tomographie à rayon X. Donc on peut passer. Voilà, donc là je mets simplement les images. On peut passer encore. On peut passer encore. Il y a eu divers lieux d'espace de circulation. Je vais pas détailler ici, mais on peut voir donc juste s'arrêter un petit peu sur cette slide. Et donc, il y avait une certaine forme d'agentivité, en fait, du projet de recherche Corallum Fabrica, et donc une agentivité active de l'archive numérique, puisque elle a permis, voilà, un certain nombre de connexions, elle en permet encore de par sa médialité numérique. On peut passer. Et donc, il y a une dimension transformative de l'archive à comprendre comme une agentivité de ce média, de ce que j'ai compris comme une archive encapacitante pour la recherche scientifique et les citoyens. On peut passer, donc c'est quelque chose qu'on a publié dans cet ouvrage, l'hypothèse qu'on a publiée dans cet ouvrage. On peut passer cette slide et ça sera l'avant-dernière slide après pour la conclusion. Donc, Corallum Fabrica, c'était finalement aussi a matter of care, donc un sujet de soin autour de la mise en visibilité, dissibilité et circulation de la science.
on passe la prochaine slide et encore la suivante. Voilà. Et du coup, en guise de conclusion, donc, les médias donc, que nous concevons pour renouveler notre rapport à la fois aux collections naturalistes et notre attention aux fragments du vivant collectés avec soin par des générations de scientifiques sont l'un des outils perceptifs que nous pouvons activer afin de définir les conditions de relations plus riches au monde dans lequel nous vivons. Voilà, donc je m'arrêterai ici pour cette présentation et simplement pour ouvrir sur ce à quoi on travaille aujourd'hui autour de cette archive. On travaille autour de fragments qui sont plus troublants, donc avec des liens avec l'Anthropocène, notamment avec la pollution microplastique, macroplastique et les coraux. Et on travaille à la description participative citoyenne pour autour de cette hypothèse-là. Voilà, merci beaucoup de votre attention et désolé pour le bug des slides et de Teams à distance.